Bonjour, nous sommes le 23 décembre 2014, donc à la veille de Noël, et j'aurais vous parler de droit constitutionnel. Vous savez que j'ai une passion pour le droit constitutionnel, ça a été ma première formation, je dirais. Je me souviens très bien à Assas, des cours de Georges Burdeau, qui m'avaient fasciné sur les constitutions de la France notamment, toutes les constitutions depuis la fin du XVIIIe siècle. Et, quand j'ai fait mes études à Paris 2, on était à la veille de l'élection présidentielle, la première élection au suffrage universel en France, puisque c'était en décembre 65, quand l'élection a eu lieu, j'étais sur les bancs de Paris 2. Et je pense qu'il faut se servir de l'astrologie, l'astrologie au sens où moi je l'entends bien évidemment, pour apporter au droit constitutionnel une nouvelle légitimité. Vous savez qu'actuellement, il y a une crise du droit constitutionnel, une crise des élections. On parle de nouvelles institutions, de 6ème République, etc. Et si effectivement il faut repenser le droit constitutionnel, c'est au regard de nouvelles données scientifiques. Et j'ai le malheur de penser que mon approche de la cyclicité astrologique relève, qu'on le veuille ou non, du domaine du scientifique, au sens en tout cas des sciences sociales. Il y a des sciences politiques, il y a des sciences historiques et juridiques, et linguistiques. Et donc, il est clair pour moi que d'abord il faudrait revenir à un système de septennat, ou alors carrément un système à la base de 4 ans. Et non seulement cela, mais il faudrait que ce système soit calé sur des cycles cosmiques, pas n'importe quoi. Nous avons déjà perdu cette habitude de commencer nos mois alors qu'il n'y a même pas de conjonction Soleil-Lune. Hein. Donc ça c'est dommage. Les Hébreux encore aujourd'hui, le début du mois, ça correspond à la conjonction Soleil-Lune, donc à la nouvelle Lune. Tout premier croissant, tout premier filet de Lune détermine le nouveau mois. Et ça a été perdu par le calendrier chrétien. Et ce calendrier qui est fondé sur... on ne sait même pas sur quoi il est fondé d'ailleurs. Il n'est même pas fondé sur l'équinoxe de printemps. Donc c'est un calendrier qui est complètement inconsistant sur le plan chronologique, sur le plan des fondements chronologiques. Il faut dire les choses comme elles sont. Alors, ça n'arrange rien. D'ailleurs, les révolutionnaires, en 1792, ont voulu créer un calendrier qui se respecte au moins le cycle des saisons et les équinoxes et les solstices. Brumaire, Messidor, et compagnie. Et donc, il y a 2 temps dans un mandat politique. Je l'ai assez expliqué. Il y a un temps où l'on met en chantier quelque chose, ce que j'appelle la phase disjonctionnelle, c'est-à-dire c'est le début du cycle. Disjonctionnelle dans le sens où on fait table rase quelque part du passé et on met en place de nouveaux projets, un nouveau plan. On vide un petit peu, on vide et c'est un peu comme une femme qui serait enceinte et puis qui serait à nouveau fécondée. Voilà. Donc elle a accouché et maintenant on va envisager un nouveau processus pour un nouvel enfant. Et donc là c'est pas 9 mois, là c'est quand même 7 ans. Et c'est-à-dire près d'une dizaine de fois 9 mois. Et peut-être un peu plus d'ailleurs, j'ai fait le calcul. Et donc,
il y a un temps où l'on met en branle, en œuvre, des projets, on esquisse, on fait la fondation, comme on dit, hein, on inaugure un projet, on dit on fera ceci, on fera cela, et ça reste un petit peu virtuel, mais c'est formulé, on a marqué le coup. Et ça, pendant les trois premières années, il n'y aura pas beaucoup de concrétisation pleine et entière. Il ne faut pas se surprendre, il ne faut pas être surpris, il ne faut pas s'en étonner. C'est la loi des cycles. Et le deuxième temps, une fois cette période comme ça, de vidangeage et de nouvelles représentations, de nouvelles projections vers l'avenir, esquissées, ébauchées, entamées, amorcées, il y a un deuxième temps qui est le temps conjonctionnel et qui se produit au bout de 3 ans et demi environ, à condition qu'on ait bien démarré au début de la disjonction, évidemment. Donc il faut bien caler. Donc ça veut dire que tous les systèmes électoraux devront se faire au même moment, simultanément. Pas question d'avoir des élections tantôt dans tel pays à tel moment. Non, il faut qu'il y ait une universalité des modes électoraux, dans le temps. Dans le temps. Et à partir au bout de 3 ans et demi, on va accoucher enfin on va sortir de cette gestation qui est un petit peu lente, qui ne donne pas grand-chose, qui fait qu'il y a une croissance, quelque chose qui se développe souterrainement, si on peut dire, sous le ventre de la mer, et hivernale en quelque sorte. Et à ce moment-là, il faut s'attendre à un deuxième temps, une éclosion, une métamorphose, comme la chenille qui devient papillon. Et là, les choses deviennent plus sérieuses et on passe à une concrétisation. Les choses prennent tournure, prennent forme de façon véritable. Et voilà. Donc, voyez-vous, donc il faut un délai. Quand on admet qu'on a si tant est qu'on ait commencé au moment où il fallait commencer, et pas en retard, parce qu'à ce moment-là, le délai sera plus court, évidemment. Il faut un délai de 3 ans, 3 ans et demi, pour passer à la phase 2, au deuxième étage de la fusée. Et là, effectivement, il y a des choses beaucoup plus sérieuses, beaucoup plus concrètes, qui se manifestent, qui apparaissent. Et puis, au bout de quelques temps, au bout de 3 ans encore, eh bien là, on est en fin de cycle, et c'est le moment de redémarrer un nouveau processus disjonctionnel avec de nouveaux projets, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ça, c'est intéressant au niveau juridique, parce qu'il faut resituer les choses. Hein, il faut éviter de porter des jugements, n'est-ce pas, à brûle pour point. On ne peut pas aller plus vite que la musique. Donc, si on est en phase disjonctionnelle, il y a des choses qui appartiennent à la phase disjonctionnelle. Il ne faut pas immédiatement s'imaginer qu'on va passer à la phase conjonctionnelle. Donc ça, il faut que ça rentre dans la tête des gens. Hein, qu'il y a un temps d'incubation. Hein. C'est tout, c'est comme ça. C'est une question de culture scientifique. Il est souhaitable que la culture technologique, qui nous amène à nous mettre à la page au niveau des différents appareils, etc., soit accompagnée parallèlement d'une culture scientifique, c'est-à-dire d'une capacité à tenir compte des nouvelles découvertes scientifiques dans notre représentation des choses. Que on puisse élaborer à partir de ces données scientifiques de nouvelles formes des nouvelles formes de technique, bien entendu, la technique est tributaire de la science jusqu'à un certain point.
elle en fait un usage, elle s'en nourrit de toute façon. Et même si elle n'en prend qu'une toute petite partie le plus souvent. Mais, et heureusement, mais il est un fait que là nous sommes au cœur d'ailleurs d'un phénomène qui est à la fois scientifique et technologique, comme je l'ai dit 100 fois. L'astrologie est à l'interspace entre les deux. Elle nous renvoie à des données qui intéressent les historiens, notamment la nouvelle histoire, qui intéressent les politologues, qui intéressent aussi tous ceux qui s'intéressent à l'humain. Et je répète encore une fois, l'astrologie n'est pas une science au sens de l'astronomie ou de l'astrophysique. C'est une science qui a... Quand je dis une science humaine, c'est une science qui a été forgée par les humains. Et quand je dis les humains, je ne veux pas dire forcément uniquement notre espèce humaine à nous sur cette terre. Je parle des humains au sens plus large, peut-être des extraterrestres éventuellement, peut-être plus avancés que nous, peu importe. Mais je préfère employer ce mot-là dans un sens beaucoup plus large. Bon. Et effectivement, voilà, il y a là un monde biotechnique, biotechnologique dans lequel nous nous trouvons, et qui implique une épistémologie spécifique qui n'est ni celle de la technique en tant que telle, ni celle de la science en tant que telle, mais qui est entre les deux. Hein. Et le jour où on est capable d'intervenir sur les programmations anciennes, comme je disais dans une précédente vidéo, nous serons nous-mêmes des dieux au sens de la Genèse, c'est-à-dire au sens du chapitre 2 de la Genèse, non pas du chapitre 1, ou du moins au sens du 6e jour de la Genèse, c'est-à-dire le moment où les dieux, après cette phase où le monde a été créé, l'univers a été créé, les animaux ont été créés, tout d'un coup, l'homme va émerger. Bon, on aurait souhaité que ça fasse l'objet d'un chapitre à part. Enfin, bref, en tout cas, c'est une espèce de télescopage. C'est pour ça que ce 6e jour est un peu confus dans sa composition. Bref. Et ce sont ces dieux-là qui ont forgé l'Adam androgyne. Et je répète encore une fois que cet Adam androgyne, c'est à lui, enfin je ne vais pas revenir sur ce que je disais sur la Bible, enfin c'est lui en tant qu'Adam à qui on prévient qu'il ne doit pas goûter de certains fruits, alors qu'il n'a pas encore de compagne. Si on admet que la mention de mâle et femelle dans le premier chapitre de la Genèse renvoie à l'androgynie et non pas à l'homme et à la femme. Parce que de toute façon, si on dit ça, on se demande pourquoi tout d'un coup Dieu créa la femme à partir de l'homme, puisque la femme était déjà créée avant, au chapitre 1. Alors on a une sorte de dilemme, soit on fait la critique biblique en disant qu'il y a plusieurs versions qui cohabitent, ce qui est un peu une sorte d'équilibre. C'est une imposture exégétique, n'est-ce pas? Donc, il faut effectivement que la culture astrologique soit désenclavée, qu'elle soit prise au sérieux, car elle peut constituer un apport absolument majeur dans la compréhension du mode d'emploi de notre humanité. Et quand j'emploie le mot mode d'emploi, je le fais sciemment, car je pense que nous avons été fabriqués biotechnologiquement et qu'il y a un plan qui ne nous est pas connu, qui est en œuvre, qui fonctionne même d'ailleurs, je dirais, de manière subconsciente, mais qui ne nous est pas connu. Et donc c'est une révolution copernicienne majeure que de faire connaître ce plan qui est en œuvre, mais qu'il faut décrypter. Et j'ai toujours pensé, en ce qui me concerne, j'ai fait un ouvrage qui s'appelle Les mathématiques divinatoires en 1983, il y a 30 ans, qui est intéressant parce que il montre comment, à partir de ce qui nous parvient, on peut rétablir
le plan d'origine. Ça a toujours été ma préoccupation, y compris pour les langues d'ailleurs. L'idée de partir des langues telles que nous les pratiquons et de revenir à un état initial du projet linguistique. Eh bien, j'exerce mes facultés dans cette démarche, c'est-à-dire, nous sommes là, voilà, je vois les choses en œuvre, mais avec beaucoup de scories, beaucoup de mélanges, etc. Et je parviens, par une forme de radiographie en quelque sorte, à retrouver le plan sous-jacent.